Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur notre belle plateforme Vivo Vojo. On va aborder en plus un sujet absolument passionnant. Vous allez voir, on va aborder le sujet de l'amour, de la passion, le sujet de la relation. Bonsoir du Québec, bonsoir de Bourgogne, bonsoir, bonsoir à tous. N'hésitez pas à nous mettre un petit message pour nous dire comment vous allez, quelle est votre intention aussi pour ce webinaire. On va passer une petite heure 15 ensemble et peut-être plus, parce que ce sujet, effectivement, il est débordant d'amour, donc on va voir comment est-ce que on va aborder tout ça. Alors, ce sujet, bien sûr, je l'ai dit, il est universel. On va parler de l'amour conditionnel, on va parler de l'amour inconditionnel, on va parler de la relation d'amour, comment passer justement d'un amour plus en attachement à un amour plus libre, j'ai envie de dire. Et notre expert ce soir est un homme que vous allez découvrir, que vous allez trouver absolument passionnant, Olivier Silam. Sois le bienvenu. Bonjour Laura et bonjour à tous. Comment vas-tu? Comment tu abordes ce webinaire? C'est une première pour moi, donc je suis très, très content de le faire. Mais c'est aussi un petit stress, mais on va faire avec. Bon, je te vois plus, donc j'espère. Moi, je ne te voyais pas non plus que tout à l'heure. D'accord, écoute, j'espère que tu vas quand même. Ah te voilà de nouveau, donc c'est parfait. Tu es en petit, mais tu vas venir en grand à un moment donné. C'est les aléas, en tout cas, de la technique. Moi, je te vois plus non plus, mais. Pas grave. Écoute, de toute façon, tant qu'on s'entend. On s'entend, c'est l'essentiel. Bon. En tout cas, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Olivier, toi, tu es neurologue, tu es spécialiste donc du système nerveux, bien sûr, et j'ai envie de dire que ta particularité, et ce qui fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui, c'est que tu as été passionné par l'esprit, tu as été passionné par la spiritualité, tu t'es beaucoup formé en yoga, tu t'es beaucoup formé en méditation. Tu as d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Petit traité de la neurospiritualité. Petit traité de la neurospiritualité. Alors là-dedans, à l'intérieur, tu parles d'amour, bien sûr, puisque c'est l'amour avec un grand A, mais pas seulement. Alors, tu as été très scientifique au départ, est-ce qu'on peut dire ça, Olivier? Au fil de l'eau, tu es allé faire tes recherches et tu as été attiré par autre chose. Est-ce que c'est une bonne définition pour toi? Oui, j'ai l'impression de me retrouver là-dedans. Effectivement, j'ai été au début très, très scientifique et peut-être même un peu trop. J'étais un peu trop peut-être fermé, je sais pas. Et après, par la suite, j'ai effectivement appris à ouvrir un petit peu ma conscience et surtout aller un petit peu plus loin que ce que je savais. Et j'ai découvert donc justement effectivement la méditation et après le yoga et puis après la philosophie d'Inde, du bouddhisme ou autre. Et c'est vrai que ça m'a changé, je pense, on peut dire. On va reparler de ce voyage qui a été innovant pour toi, qui a été presque un déclic pour toi dans cette vision que tu as aujourd'hui de l'amour. On va parler bien sûr de la dépendance, on va parler de l'addiction parce que tout ça est un peu lié et surtout on va comprendre finalement ce qui se passe et ce qui se joue au niveau de notre système nerveux et de notre cerveau. Alors, avant de rentrer dans le vif justement du sujet, je voudrais que tu nous parles des deux types d'amour qui existent, à savoir l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Alors, donc c'est vrai que il y a quelques années, donc justement, j'avais entendu parler donc un concept qui est très proche de l'amour conditionnel, qui est l'amour sans attachement, où on nous proposait d'essayer d'aimer sans attachement, et ça me paraissait un petit peu abstrait. Et après, donc j'ai reçu donc quand j'étais en séjour en Inde, un enseignement dans un ashram d'un maître de yoga qui parlait donc justement de ces deux types d'amour, de deux façons d'aimer, qui étaient l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Alors lui, il employait des mots anglais, donc qui étaient le gift love, qui était un amour de don, faisant référence à l'amour inconditionnel, et l'amour, le need love, un amour de besoin, donc un amour conditionnel. L'amour de besoin, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin pour qu'on comprenne bien et puis déjà que les personnes qui nous écoutent se disent « Ok, moi je suis plus peut-être dans cet amour conditionnel ou dans cet amour inconditionnel ». Pour l'instant, on parle du couple, mais on pourrait parler d'autres manières d'aimer, bien évidemment. Mais là,
Ah, là, peut-être qu'on se concentre sur le couple. L'amour du besoin, c'est quoi? Ça serait un amour intéressé? Ça serait quoi? Un amour de l'attachement? Comment est-ce que tu pourrais aller plus loin là-dedans dans tes explications? Alors, justement, oui, donc l'amour de besoin, l'amour en fait finalement conditionnel, c'est pas un amour malhonnête, hein, c'est pas du tout un amour intéressé dans le sens du calcul, hein. C'est plutôt un amour où on aime, en l'occurrence, une personne, mais on l'aime parce qu'elle nous fait ressentir, parce qu'elle nous renvoie et par les sensations qu'elle nous procure. Donc c'est un amour qui est présent, je dirais même intrinsèquement à l'homme, hein. L'enfant, quand il naît, il s'attache très vite finalement à ses parents, mais s'il s'attache, c'est probablement par rapport à la sécurité, à l'affection, peut-être même à la nourriture que les parents peuvent lui donner. Donc c'est pas un amour qui est malhonnête, mais c'est un amour où justement on va aimer celui qui nous fait du bien. Ça reste totalement louable, hein, mais disons le moteur de cet amour, le, le, Ouais, la base de cet la amour-là. base de cet amour, c'est justement j'aime ce qui me fait du bien, et en l'occurrence une personne qui me fait du bien. Mm. Ça veut dire juste, pour poursuivre ça et ton explication, qu'un bébé naît de manière innée avec cet amour conditionnel, alors? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ou alors Oui, on peut dire qu'effectivement, au moins dans les premiers stades, on est plutôt dans une tendance à recevoir de l'environnement de ses parents et à donner en échange. Et après, effectivement, en avançant en âge ou en sagesse, on pourrait dire, on arrive parfois justement à donner sans avoir en retour, ce qu'on développera après. Mais donc, voilà, cette part d'amour conditionnel, mais qui est omniprésente, hein, bien entendu, qui est omniprésente parce que c'est tellement naturel d'aimer quelqu'un qui nous fait rire, quelqu'un qui nous rend heureux, que c'est vraiment une forme d'amour à part entière. Donc ça, c'est l'amour conditionnel, hein. C'est vrai que je trouve que le synonyme amour du besoin, c'est un joli synonyme finalement. Oui, et le need, vraiment, voilà, c'est ça, c'est plus que, c'est vraiment un besoin, donc comme un petit peu, on parle parfois de réarrangement de névrose dans un autre langage, par exemple, donc si on a par exemple, une carence affective, des mots qui n'ont pas été dits et qui sont dits à nous par une nouvelle personne, ben ça va nous toucher et ça peut donc nous faire aimer voilà, par cette façon-là d'aimer, ce moteur-là. Donc on aime la personne, mais on aime aussi comment on est grâce à elle, grâce à cette personne. Ouais. Mais alors, si j'entends bien ce que tu nous dis, est-ce qu'on peut pas dire que c'est finalement un amour qui est quand même assez universel, ça, dans notre... Je pense, hein. 80% des personnes aiment comme ça. Est-ce qu'on pourrait schématiser comme ça et résumer comme ça? Oui, je pense que c'est universel et même au-delà de l'homme, même sur les animaux ou autres. Bon, l'attachement, hein, donc c'est pour ça, en fait, on en revient à cet amour avec attachement finalement, où on va être en amour par rapport quand même à du bien-être ressenti. Et c'est donc justement de l'amour avec attachement où on est attaché à un retour, à quelque chose, à un échange quelque part. Ouais. Ouais, c'est la notion d'échange, c'est la notion de besoin. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Après, l'amour conditionnel, il y a l'amour inconditionnel. Ouais. Alors l'amour inconditionnel, pareil, hein, on en entend même, je dirais, un peu couramment parler depuis peut-être quelques années. Et justement, c'est inspiré de ça, un peu, donc le gift love, qui est un amour de don. Et d'ailleurs, donc cette appellation, on verra juste après quand on sera plus sur le versant neuroscientifique, que ça a vraiment une réalité derrière. En fait, dans l'amour inconditionnel, ouais. le moi s'efface, c'est-à-dire que le moi n'est plus dans l'équation. On va aimer la personne vraiment pour ce qu'elle est. On va par exemple être curieux envers la personne, admirer la personne et surtout, je dirais, c'est avec la bienveillance, c'est-à-dire que notre amour, ça prend une déclinaison où ce dont je me déploie, c'est que la personne soit heureuse, qu'elle soit bien. Et finalement, ce qu'elle m'apporte, n'est pas du tout prioritaire et voire même ne peut ne pas être considéré. C'est vraiment un amour décentré du moi, du soi. Et ça, c'est une partie finalement infime. Et c'est peut-être ce vers quoi on a envie d'aller. Ce vers quoi de ce que j'ai compris. Ouais, effectivement, hein, de ce que j'ai compris dans des philosophies orientales, que cet amour qui est sans attachement. Donc pourquoi il est sans attachement? Parce que, en fait, on n'est pas du tout attaché à ce que la personne peut nous donner en échange. On est juste ouvert à être avec l'autre, à l'observer, à l'aimer, même à parvenir à
à donner ce qu'elle a besoin, mais c'est vraiment cet amour qui va dans un sens, qui est un don quelque part. Et effectivement, on comprendra aussi après pourquoi, c'est recommandé, c'est un chemin vers lequel tendre justement pour voilà, s'affranchir un petit peu du moi et aller vers l'autre pour donner cet amour inconditionnel. En fait, on aime l'autre pour ce qu'il est. Hein, les mots que tu as employés, c'est vraiment l'amour de bienveillance finalement. Exactement. Hein, c'est l'amour pas intéressé, c'est assez rare. C'est en tout cas dans nos cultures. C'est vrai que c'est assez rare. Alors peut-être surtout dans le couple, mais je vais peut-être donner des exemples d'amour inconditionnel au quotidien. On voit qu'on même fréquemment, par exemple, dans les relations mère-enfant, un enfant qui va être vraiment être très agressif à la maison, avoir énormément de problèmes, et une mère qui pense quand même, malgré tout ce qu'il fait, qu'il soit heureux, son bien, même s'il lui répond mal, s'il lui parle mal. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Avoir un enfant, par exemple, qui ne nous donne pas du tout ce qu'on attendait, mais malgré tout, lui donner tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il a envie, l'aimer vraiment de cette façon. Bah, quoi qu'il fasse, quoi qu'il me dise, je l'aimerai autant que son frère, autant que sa sœur, parce que mon amour, il est inconditionnel, il ne va pas changer. Donc, on peut l'avoir. Je l'ai même vu parfois dans certains couples où, pour moi, pareil, ça a été un peu une sorte de déclic où j'ai trouvé une admiration quand, par exemple, dans un couple, il y en a un qui laisse, par exemple, aller l'autre. Par exemple, alors, il y a des cas extrêmes où il va partir avec une autre personne et il dit, mais moi, je préfère qu'elle soit heureuse avec une autre personne que moins bien avec moi. J'ai vu parfois des cas comme ça et par amour forcément inconditionnel, elle préfère que son ou sa conjointe parte avec quelqu'un d'autre justement par bienveillance et par bonheur. C'est excessivement rare et il est vrai, mais j'en ai vu quelques-uns et j'avais été touché et justement, je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a tant intéressé par essayer de comprendre exactement ce qui se passait dans l'amour, comment est-ce qu'on pouvait quelque part mettre de côté ses désirs, ses peurs et juste souhaiter à l'autre qu'il soit le mieux possible. Comment tu as appris tout ça en off, hein, quand on a préparé ce webinaire, tu me parlais d'un voyage qui avait été très important pour toi, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, ce voyage en Inde. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi? Quel a été le déclic en fait? Parce qu'après, évidemment, on va parler des neurotransmetteurs, hein, on va essayer de voir ce qui se passe dans votre cerveau quand on est amoureux, quand on est amoureux de manière passionnelle aussi. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi et pourquoi tu as voulu aller dans cette direction-là? En fait, je dirais que quand je suis allé donc en Inde, c'est un voyage d'1 mois et demi, puis je suis allé dans différents endroits, et c'est vrai que cet enseignement sur l'amour, déjà m'a éclairé donc sur cette histoire d'amour sans attachement, qui pour moi était un peu trop idyllique, qui était un peu comment est-ce qu'on peut aimer sans attachement, et c'était trop abstrait. Donc lui, cet enseignement m'avait vraiment plu, et pas qu'à moi d'ailleurs, on était beaucoup d'occidentaux justement on buvait ces paroles là, et ça m'a beaucoup plu. Et en rentrant, peut-être même sur place, j'avais commencé, mais en gros, en rentrant, je me suis dit, bon, est-ce que ça me paraît correspondre à un pan de la réalité? Est-ce que en Occident, est-ce que on a une trame scientifique à tout ça? Voilà. Et donc après, j'ai commencé à regarder. J'ai vu qu'en neuropsychologie ou même en psychologie, ça existait aussi. Alors parfois avec d'autres noms, hein, mais de l'amour inconditionnel et l'amour donc plutôt conditionnel. Et voilà. Et c'est à partir de là, quand j'ai vu que ça pouvait coïncider, d'ailleurs c'est un peu c'est passé dans le livre où j'ai eu plusieurs points. Là, ça c'est tombé sur l'amour, mais il y a eu beaucoup d'autres mêmes éléments où je trouvais qu'en fait finalement une science finalement assez récente. Hein, bon, ça dépend quand on commence à dater l'avènement de la science, mais quelques centaines d'années maximum, et de l'autre côté des millénaires d'enseignement, qu'en fait, ils pouvaient se retrouver sur certains points. Donc, je dirais que ça a peut-être été là le déclic, l'Inde, et puis peut-être le retour aussi. J'aimerais maintenant, parce que ça c'est vraiment ton métier, hein, c'est vraiment ta spécialité et ton expertise. Donc là c'était plus le côté, voilà, ton constat finalement, hein, ton observation à travers des voyages, à travers tes lectures, bien sûr, à travers tes recherches. Là j'aimerais qu'on aille voir un petit peu plus au niveau de notre système nerveux et effectivement notre cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans cet amour d'abord conditionnel et ensuite inconditionnel, bien sûr.
Alors, donc en fait, l'amour conditionnel, donc il est décrit en psychologie. Donc je suis allé voir donc d'un point de vue donc de la neuroscience, d'un point de vue neuroscientifique. Et en fait, il y a eu plusieurs études hein, qui sont parues sur le sujet. Donc on va prendre des personnes qui sont donc en amour conditionnel. Alors l'amour conditionnel, comme on a vu, il est partout. Ça peut être notre relation avec notre voisin, avec nos parents ou avec des amis, bien entendu. Mais donc, l'amour conditionnel dans sa forme conjugale, et ce qui est le plus marquant, c'est l'amour donc passionnel. Donc, l'amour passionnel, c'est là où il y a le plus d'études dessus. C'est l'amour, donc justement, du coup de foudre. C'est-à-dire où là, on rentre dans une passion, où vraiment, on vibre, hein, peut-être même on pourrait dire littéralement, et voilà, et on est pris par quelque chose, par des sensations très fortes. Et voilà. Et donc, il y a eu des études justement dessus. Et le coup de foudre, quand on a un coup de foudre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Alors, donc, justement, donc, dans les études, ils ont analysé donc, avec ce qu'on appelle des IRM fonctionnels, c'est-à-dire c'est des imageries qui ne regardent pas tant comme une photographie à quoi ressemble le cerveau, mais plutôt comment il fonctionne, c'est-à-dire quelles zones vont s'allumer et éventuellement quels neurotransmetteurs en traçant. Et ce qui ressort, c'est que dans l'amour passionnel, dans le coup de foudre, en fait, le cerveau, il active les mêmes zones que les patients qui sont dans un état addictif. Voilà, c'est ce qu'on va appeler le circuit de la récompense. Donc voilà, qui est caractérisé. Alors je vais être simple. Hein, donc le circuit de la récompense, on a tout commence, on va dire, au niveau du tronc cérébral, parce qu'on va appeler l'aire tegmentale ventrale. Je vous donne les noms, mais c'est bien entendu pas ce qui est important. Et ça va sécréter une molécule qu'on connaît bien, qui est la dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone ou la molécule, le neurotransmetteur qui est associé au plaisir. Elle a d'autres fonctions, hein, elle a d'autres fonctions, la dopamine, bien entendu, dont la motricité, l'apprentissage, mais c'est une fonction de plaisir. C'est-à-dire que quand on va avoir une activité qui nous plaît, on va sécréter, on va activer de la dopamine. Ce circuit de la récompense, en fait, il sert, comme son nom l'indique, à travailler sur la récompense. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais à un endroit, je me prends une glace qui me plaît, je vais activer mon circuit de la récompense et peut-être que la semaine d'après, je vais reprendre une glace à cet endroit parce qu'elle avait été bonne. Donc, ça nous permet, en fait, de recréer des comportements qui nous avaient créé du plaisir. Donc, c'est quelque chose de totalement physiologique. Comment ça marche? Donc, cette sécrétion de dopamine à partir du tronc cérébral, eh ben, elle va projeter, hein, c'est ce qu'on voit en bleu, c'est-à-dire qu'elle va envoyer des signaux, donc grâce à la dopamine, sur plusieurs structures. On peut voir le cortex préfrontal en haut, donc lui qui va être associé aux pensées, qui va être associé aussi au comportement moteur. Elle va projeter, ça va être important, vers l'hippocampe, l'amygdale, qui sont associés dans l'émotion associée, et l'hippocampe, c'est la structure qui est associée avec la mémorisation. Donc, ça va nous permettre de mémoriser l'endroit ou bien la personne qui nous a fait du bien. Voilà. Après, on a une autre structure qui s'appelle le noyau accumbens, qui, lui, va être la jauge. Ce noyau sert à savoir si on a assez de dopamine ou pas, et en fonction, déclencher des réponses motrices. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. On en parle dans d'autres vidéos. Hein, mais voilà. Donc, pour dire que c'est avec le circuit de la récompense qui va être activé, et ce circuit-là, donc, qui va impliquer la dopamine. Et voilà. Et c'est ce même circuit de la récompense qui est impliqué dans les états addictifs. Pourquoi? Parce que ce circuit de la récompense, il peut s'emballer. C'est-à-dire que s'il y a trop de stimulation, la dopamine va être sécrétée et le cerveau, ce circuit de la récompense, il va être habitué à avoir des hauts niveaux de dopamine. Et quand la dopamine va diminuer, le noyau accumbens qu'on voit en vert, il va un petit peu contrôler tout ça et se rendre compte qu'il n'y a plus assez de dopamine et donc recréer, enfin, il va d'abord faire sentir une sensation de manque en passant justement par l'amygdale, le cortex préfrontal, hein, donc par les émotions, et il va ensuite, par le cortex préfrontal, donner un comportement moteur, par exemple, pour restaurer la dopamine. Et quelles sont les conséquences finalement sur nos comportements? Alors, donc, c'est pour ça que, en fait, dans un état d'addiction, on a des phénomènes d'euphorie, de bien-être intense quand on est en contact avec l'objet de l'addiction. Mais chose qui est assez intéressante, voire marrante, c'est que dans un coup de foudre, on peut avoir exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on est en contact de la personne,
on va dire, donc de l'objet de l'addiction, on va ressentir du plaisir, du bien-être, voire même de l'euphorie. Hein, on peut avoir le sourire, voilà, quand on était avec la personne, on vient de la quitter ou on va la rejoindre, on peut être justement dans ces états même d'excitation. Et à l'inverse, si on en est privé, il peut facilement y avoir une frustration, une sensation de manque, une sensation de mal-être. Donc, que ça soit avec une substance ou dans le cas d'un coup de foudre, on peut avoir ces deux phénomènes voilà, c'est ce phénomène à la fois de bien-être quand on est avec la personne et de déplaisir quand on en est privé. En même temps, c'est inhérent à l'amour, non? C'est quand même inhérent à l'amour que la personne manque à un moment donné, quand elle n'est pas là. Est-ce que c'est... Comment t'expliques ça, du coup? Alors, oui, c'est inhérent à l'amour. J'avais lu une phrase une fois qui était belle, qui disait le véritable amour n'a pas besoin de s'exprimer. Bon, ça va peut-être, ça rejoint plutôt justement l'amour inconditionnel. On va en parler après. Mais est-ce que le manque est normal dans l'amour? J'aurais pas de réponse, hein, mais disons, c'est pas si clair. En tout cas, le manque, c'est quand même qu'on est dans ce amour conditionnel forcément. Parce que si on n'est pas bien quand la personne n'est pas là, on peut être content quand elle est là et neutre ou pas mal quand elle n'est pas là, mais c'est vrai qu'on retombe quand même dans cette sensation donc de manque. Donc voilà. Ouais. C'est intéressant parce que ça donne quand même quelques indications sur la manière qu'on a d'aimer. C'est-à-dire quand tu vois, tu le dis toi-même, tu dis que quand il y a du manque, bah forcément, il y a un état finalement de dépendance, et qui dit état de dépendance dit toutes les sécrétions qui viennent et toutes les hormones dont tu as parlé, qui viennent mettre en place. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de ça. Et déjà, bah, ça permet d'avoir une observation et donc peut-être d'aimer un petit peu différemment, avec plus de conscience. Alors c'est vrai, juste que effectivement, l'état il est très proche donc des états addictifs. Hein, quand il compare, il y a vraiment ces circuits de la récompense, c'est cette dopamine qui est sécrétée, hein, cet état d'hyperdopaminergie. Après, il y a quand même des neurotransmetteurs, on en reparlera d'ailleurs après, comme l'ocytocine, la prolactine, on va en reparler plus tard, qui font qu'on n'est pas, c'est pas qu'une addiction non plus, cet amour conditionnel. Hein. C'est pour ça, comme je dis depuis le début, ça reste un bel amour. Hein. Et puis le coup de foudre, c'est enivrant, c'est beau, mais voilà, c'est comme c'est médié au niveau cérébral par ces circuits de la récompense, ça explique un petit peu ces sensations. Je suis bien quand je suis avec, je suis pas bien quand je suis pas avec. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau physiologique quand on est dans un amour inconditionnel? Alors, juste avant que tu nous répondes, je regarde pas mal le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de soucis de connexion. Écoute, on a tous les deux la fibre, on est tous les deux dans un système qui fonctionne bien. Donc, de toute façon, on peut pas faire mieux. Donc, il y aura un replay demain. En tout cas, voilà, je vous demande juste d'avoir beaucoup de bienveillance pour nous, parce que c'est vrai qu'on vous donne de l'enseignement, on vous donne du contenu, on est là pour vous, en fait. Donc, voilà, je fais juste cette petite parenthèse pour que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de coupures, mais on ne maîtrise pas tout. Il y a le replay, c'est bien, voilà, c'est pour ça aussi. Oui, et puis les équipes me disent, je me permets de faire cette petite parenthèse, mais les équipes me disent nous, on n'a aucun problème de connexion, nous deux en tout cas. Donc, bon, regardez aussi votre connexion Internet et vous aurez de toute façon le replay demain tranquillement. Petite parenthèse fermée. Et juste pour vous dire aussi qu'on va prendre bien sûr des questions à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions à nous poser, vous avez tout à côté, vous savez, un Q&A à côté du chat. Vous avez le chat en bleu et à votre droite, vous avez un Q&A. Donc, n'hésitez pas à aller là-dedans et comme ça, on vous posez toutes les questions et je les prendrai avec grand plaisir tout à l'heure quand on aura fini, en tout cas, de vous donner un maximum d'enseignements et de contenu. Voilà, je reviens à ma question, Olivier. C'est vraiment sur maintenant l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau et de notre système nerveux? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, donc, l'amour inconditionnel, donc déjà, c'est un petit peu plus difficile à étudier parce que donc pour l'amour conditionnel, hein, les sujets peuvent être pris dans des études et c'est un peu plus simple par rapport de trouver des gens qui sont en coup de foudre. Hein, il existe même des échelles pour ça. Alors que pour l'amour inconditionnel, c'est plus compliqué. Déjà, comme on a dit, l'amour inconditionnel, il n'est pas toujours pur, il n'est pas toujours seul. Hein. On peut avoir une relation où on aime son conjoint de
façon conditionnelle et inconditionnelle. Hein. Même, je pense que les deux sont toujours intriqués. Il y a toujours de l'un et de l'autre. Hein. Voilà. Alors après, par contre, il y a eu beaucoup d'études sur quelque chose qui est très très proche, ou peut-être même qui est la même chose, qui est la bienveillance. Donc la bienveillance, c'est-à-dire souhaiter le bonheur de l'autre, lui en donner de l'amour. Donc on est, je pense, sur des notions qui sont très très proches. Et comme on fait souvent en neurosciences, donc quand on veut essayer d'étudier un état, on peut demander donc au sujet de se mettre un petit peu dans cet état. Et il existe déjà en fait une méditation qui s'appelle, donc c'est une méditation d'origine à la base dans le bouddhisme, dans le Tibet, ça s'appelle la Metta, mais sinon ça s'appelle en anglais le Loving Kindness Meditation ou méditation de bienveillance. Hein, c'est la méditation de bienveillance. Et donc dans cette méditation de bienveillance, l'idée donc c'est de se remettre, enfin c'est de se mettre dans un état d'amour inconditionnel pour quelqu'un ou pour quelque chose. Hein, on en reparlera. Et donc, tout simplement, ils ont fait ça et ils ont passé en IRM fonctionnel les sujets qui se prêtaient à ça. Bien entendu, il y avait des sujets contrôle qui, eux, faisaient rien, qui étaient en mode réseau par défaut, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on ne leur donnait pas de tâches. Et donc, ce qu'on voit dans l'IRM fonctionnel, donc quand un sujet est en pleine bienveillance, en plein amour inconditionnel pour l'autre, c'est que les zones qui sont activées, ce n'est pas du tout les zones du circuit de la récompense. Je peux en citer un petit peu, mais ça va vous paraître... Il y a l'insula, il y a le gyrus post-central, bon, peu importe les noms, juste je vais vous donner un nom qui peut être important, c'est la jonction temporo-pariétale. Pourquoi ça peut être intéressant. Bon, là, on n'a pas le temps d'en parler dans ce webinaire, hein. J'en parle un petit peu dans le livre, mais c'est que cette zone de temporo-pariétale, c'est cette zone qui est impliquée dans la générosité. Quand quelqu'un fait un acte généreux ou un don, c'est cette zone qui est aussi impliquée dans le don, dans l'altruisme. Et c'est cette zone-là, donc justement, qui va s'activer, qui est également active dans le pardon. En façon pardon, perdonare, vraiment je donne. Donc en fait, c'est une zone qui va vers l'autre, qui est vraiment une zone de je sors de moi et je vais vers l'autre. Voilà. Donc, et par contre, il n'y a pas du tout l'aire tegmentale ventrale, enfin, les aires du circuit de la récompense qu'on a dit avant, donc la dopamine n'est pas impliquée dans cette voie. Il y a une augmentation dans les méditations de bienveillance et d'ailleurs aussi de gratitude, hein, on dit merci à l'autre, de l'ocytocine qui augmente également cette hormone un petit peu donc de l'attachement. On en reparlera un petit peu après. Donc, ça veut dire que sont activées les mêmes zones quand on pardonne, quand on est dans la bienveillance, quand on est finalement dans la gentillesse, quand on est dans le don pour l'autre, cet amour inconditionnel. Donc, c'est peut-être une piste aussi pour aller vers cet amour inconditionnel. Si on ne sait pas trop comment faire, peut-être que c'est parfois difficile pour certaines personnes qui n'ont pas eu cet exemple-là ou qui ont envie, en tout cas, d'aller vers ça. C'est exactement ça. En tout cas, dans les recommandations donc, que j'avais entendues donc, dans les enseignements, cette méditation du méta, cette méditation de bienveillance, elle sert traditionnellement à ouvrir le cœur, à ouvrir. Alors, dans l'ashram, pour mémoire, après chacun prend les modèles qu'il veut, c'est juste je retranscris. L'idée donc que l'amour inconditionnel, c'était quand on avait le chakra du cœur ouvert, justement, que quand on a ce chakra ouvert, on donne l'amour part du cœur et il va vers l'autre. Donc voilà, c'est pour dire donc que c'est un amour donc justement qui vient du cœur, qui est totalement de dos. Et physiologiquement, dans notre corps, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cet amour-là, finalement, dans ce don-là, dans cette générosité, dans cette bienveillance? Qu'est-ce qui se joue finalement pour nous? Alors, donc déjà sur le moment, donc c'est d'un point de vue empirique, hein, on se sent déjà très bien. Et après, donc les études ont montré que ceux qui pratiquent régulièrement la méditation du Loving Kindness Meditation, donc le LKM, méditation de bienveillance, hein, on l'appelle, ils ont une augmentation du bien-être, de l'humeur et également du sommeil. Et aussi, mais c'est pas surprenant, de l'empathie. Donc, cette méditation, je ne sais pas si elle ouvre réellement un chakra du cœur, mais en tout cas, quand on prend des sujets, on les fait méditer, on leur propose de méditer avec cette méditation-là. Il me semble que c'était pendant 8 semaines, mais bon, peu importe le délai, où on sait aussi, il y a une autre étude, hein, que les méditants réguliers de cette pratique-là, ils ont une petite augmentation de
de la matière grise, donc d'une zone qui s'appelle le gyrus para-hippocampique, qui est impliqué dans l'empathie, qui est impliqué dans ces phénomènes-là. Donc, comme si on pouvait travailler notre potentiel à aimer de façon inconditionnelle. D'accord. Donc, en fait, c'est pas inné, si je comprends bien, si on comprend tout ce que tu nous as dit depuis le début, on a compris que, à part pour certaines personnes, bien sûr, mais en tout cas, c'est pas inné, cet amour inconditionnel, mais on peut tendre vers cet amour inconditionnel. Et l'idée, c'est que ça nous rend finalement beaucoup plus heureux que l'amour conditionné, l'amour de besoin, l'amour de je te donne, tu me donnes. Alors, c'est exact, mais je pense que c'est quand même inné. Alors, ça n'invalide pas du tout ce que tu as dit. C'est inné parce que les études montrent que, par exemple, l'altruisme existe chez l'enfant, chez le bébé, très tôt. Mais je pense que c'est inné chez tout le monde, mais c'est un petit peu recouvert par ce que peut-être les psychanalystes appelleraient les névroses, ce que dans le yoga on parlerait de l'ego. En fait, en gros, par nos besoins. Donc, peut-être que spontanément, on va aider, on va aller vers l'autre, on va vraiment lui donner, mais qu'après, peut-être que des peurs, des besoins, des si, nous empêchent d'accéder à ça. Et qu'en musclant, mais c'est souvent cette analogie que je prends, de muscler son cerveau, mais dans cette direction-là, et en plus, on a l'impression que justement ça marche parce que les zones de matière grise augmentent dans ces zones cérébrales-là, on arrive à développer cette aptitude à aimer. C'est une aptitude? Je pense, mais bon, je pense, ouais. Après, il est aussi possible, donc, au-delà de techniques de méditation, pour peut-être recentrer son amour, qui soit plus centré sur la personne plutôt que sur soi, essayer de connaître la personne. C'est ça qui est important, connaître ce qu'elle aime pas, ses craintes, c'est pour justement développer une entité qui est proche de l'empathie, qui est la compassion. Et l'homme, par le jeu de ce qu'on appelle les neurones miroirs, ou plutôt la fonction miroir des neurones, quand une personne est en souffrance, on capte cette souffrance. Et ça nous crée de la compassion, et la compassion qui va nous donner de l'amour derrière. Mais encore faut-il s'en ouvrir, et justement, on a soi-même ces souffrances, ces blessures, on n'est pas toujours disponible pour accueillir, pour ressentir la souffrance de l'autre. Et donc, voilà, c'est pas en essayant justement de comprendre l'autre, vraiment ce que la personne, ce qu'elle aime, comment elle est, qu'est-ce qui lui fait peur, ses désirs, c'est une façon justement de se décentrer de pas qu'est-ce qu'elle me donne, comment est-ce qu'on rigole ensemble, comment est-ce qu'on est bien. C'est vraiment comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle peut être bien, comment est-ce qu'elle peut être heureuse. Tu dirais que l'amour finalement conditionné, l'amour de besoin, c'est un amour auto-centré? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Alors, oui, auto-centré, mais aussi hétérocentré dans le sens, peut-être que c'est les deux qui sont, mais oui, je pense d'une certaine façon, mais c'est aussi je pense que c'est aussi la vie. On est justement on est avec nos besoins, sans même parler de carence, on est tout simplement avec nos besoins, nos désirs. Effectivement, il y a de ce que j'ai lu et compris, il y a plusieurs traditions qui pensent qu'on serait beaucoup mieux sans désir, sans peur. En fait, si tant est que ce soit possible, hein. Et que c'est justement ces désirs, ces peurs qui vont nous empêcher d'avoir cet altruisme, cette bonté fondamentale, tout ça. Et d'ailleurs, c'est montré que les bébés, les nouveau-nés, quand ils n'ont pas de conflit d'intérêt, ils ont cet altruisme qui est inhérent à l'homme. J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur cet amour-attachement, cet amour de dépendance. Et beaucoup de gens, dans tous les accompagnements que toi tu peux faire, que moi je fais, que les personnes de Dynamica font, beaucoup de personnes qui sont dans cette dépendance affective. T'aurais envie de leur dire quoi pour qu'ils justement, qui leur donner quelques outils, quelques explications pour qu'elles sortent de cette dépendance qui finalement ne les rend pas heureux. On voit bien que c'est une addiction, tu l'as dit, donc une dépendance, donc il y a tout un système finalement de sevrage. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Tout à fait d'accord. Ouais. En fait, je pense que déjà juste prendre conscience, savoir que peut-être cet amour de dépendance est très proche d'un amour d'addiction. Déjà, peut-être que ça peut aider. On peut se rendre compte que finalement, c'est pas tant qu'on aime la personne, c'est qu'on n'aime pas être mal quand elle n'est pas là. Et donc, là, se rendre compte de ce qu'on ressent. Que finalement, est-ce que c'est juste que j'aime bien être avec, ou c'est juste que je n'aime pas ne pas être avec.
voilà. Donc prendre déjà conscience de ça, je pense que ça peut déjà aider. Et après, bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais comme dans toutes les addictions, je pense que pour moi, la pierre angulaire, c'est essayer de trouver en soi ce que l'extérieur nous apporte, que ce soit dans une consommation de substances ou que ce soit, si on arrive à être bien, alors que ça peut être par la méditation, mais pas forcément, hein, disons, peut-être que l'idée serait d'être bien avec un minimum de dépendance extérieure. Si c'est en faisant du parapente, bon, on va pas pouvoir en faire forcément tous les jours. Donc, la méditation, ça a cette vertu qu'on peut en faire partout, tout le temps, quand on veut. On n'a besoin de pas grand-chose. C'est pas mauvais pour la santé. Donc, voilà. Donc, en gros, peut-être essayer de trouver en soi ce réconfort. Et non pas pour ne plus aimer la personne, mais au contraire pour mieux l'aimer, c'est-à-dire pour accueillir ce qu'elle peut, ce qu'on peut partager avec et ne plus être dépendant un peu quémander son affection, son bien-être, voilà, que son bien-être dépende plus de soi. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très difficile, hein, mais qui, je pense, qu'il peut quand même s'apprendre, ne serait-ce essayer de se trouver des espaces, essayer de soit par la relaxation, ça peut être beaucoup de choses, hein, et plus on va se trouver des espaces par soi-même, je pense, moins on sera dépendant des autres, enfin, et de l'autre. Quand on parle d'amour, que ce soit d'ailleurs amour conditionnel, amour inconditionnel, en couple, on parle bien sûr de sexualité. Olivier, qu'est-ce qui se joue au niveau de la sexualité et des neurotransmetteurs? Est-ce que tu peux nous expliquer ça de manière claire comme tu le fais? Oui, alors c'est vrai que bon, c'est difficile de parler d'amour sans parler de sexualité, ou du moins d'amour conjugal. Alors, la sexualité, donc, elle va aussi être médiée donc, par la neurotransmission. Dont les neurotransmetteurs hein, sont trop compliqués, il y en a énormément des neurotransmetteurs, mais ça va être la dopamine hein, qui va être très impliquée dans le désir sexuel, mais déjà, même comme on l'a vu, tout le désir va être médié par la dopamine et le désir sexuel n'y échappe pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a même certains traitements que nous, en tant que neurologues, on utilise dans des maladies de Parkinson où il manque de dopamine, qui peut avoir comme effet secondaire de donner une hypersexualité. Hein. Donc c'est bien que la sexualité, elle est vraiment médiée par des voies neurologiques, hein, et ça va être la dopamine qui va être impliquée dedans. À l'inverse, on a par exemple la sérotonine, hein, que on n'a pas abordé ce soir parce que c'était pas donc qui est un peu cette hormone plutôt de l'apaisement, du bien-être, qui permet justement de maintenir des situations favorables, hein, de moins prendre de risques. Elle va plutôt, alors voilà, en simplifiant, hein, ça dépend des récepteurs, il y a beaucoup de récepteurs sérotoninergiques, mais elle va plutôt être antisexuelle et on va avoir une dopamine qui va être plutôt prosexuelle, par exemple. Mais il y a aussi d'autres hormones qui rentrent en jeu dans le désir sexuel et dans l'ocytocine qu'on a parlé rapidement, qui est donc connue pour être l'hormone de l'attachement, hein, typiquement, où elle est sécrétée quand on a un contact. Un contact, alors le plus connu, je dirais, c'est le contact mère-enfant, quand on coupe le cordon. Hein, c'est pour ça qu'on met l'enfant rapidement en peau à peau sur la mère pour favoriser. Alors, avant qu'on connaisse tout ça, on disait l'attachement maternel sans forcément savoir le substrat, mais en fait, pour favoriser la sécrétion d'ocytocine et donc qu'il y ait cet attachement qui se crée. Et l'ocytocine qui est également impliquée dans la sexualité, dans le désir sexuel. Qui dit sexualité dit orgasme. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de l'orgasme, au niveau de nos neurotransmetteurs? Est-ce que c'est la même chose ou alors c'est encore autre chose qui est activé? Alors, effectivement, donc l'orgasme, dans sa définition, hein, c'est un pic de plaisir intense, voilà, avec une modification de la conscience. C'est ça aussi qui est intéressant, hein, donc que pendant un orgasme, la conscience, elle est modifiée d'une certaine façon. Hein. Même il y a par exemple les taoïstes hein, qui utilisent justement parfois l'orgasme pour arriver à des états modifiés de conscience et éventuellement essayer d'accéder à certains points. Donc, on a cet état modifié de conscience avec des contractions plus du corps, un peu pelviennes, voilà. Et d'un point de vue de la neurotransmission, dans l'orgasme, eh ben, on a vraiment un cocktail de neurotransmetteurs. Donc, la sérotonine est impliquée, la dopamine, bien entendu, la noradrénaline, qui est… Alors, la noradrénaline, si vous avez donc dans la voie la dopamine qui peut ensuite se convertir en noradrénaline, hein, et ensuite, on a l'adrénaline aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle les catécholamines, hein, c'est des formes cousines. Donc, la noradrénaline, c'est ce qui nous fait, par exemple,
nous faire battre le cœur, proche de l'adrénaline, hein, qui est impliquée dans le système nerveux sympathique, par exemple. Mais en fait, donc on a voilà, une décharge aussi de ce neurotransmetteur un petit peu stimulant. On va avoir également le système opioïde, hein, donc vraiment nos propres opiacés qui sont sécrétés. Et ces deux hormones, hein, qu'on appelle dans la littérature les bonding neurotransmetteurs, c'est les neurotransmetteurs de l'attachement, que sont donc l'ocytocine, hein, qu'on retrouve, cette même hormone qui permet l'attachement mère-enfant, enfin l'attachement tout court. Hein. Ça permet aussi les contractions, hein, bon, ça c'est un autre sujet. Et la prolactine qui est connue donc justement pour développer les glandes mammaires, pour justement la lactation, mais en fait elle est également sécrétée même chez l'homme, hein, donc lors de l'orgasme, plus exactement lors de l'éjaculation, mais voilà, mais ça revient un petit peu à la même chose. Et donc on a ce cocktail. Alors, est-ce que c'est ce cocktail qui est impliqué dans cette altération, enfin, modification de conscience? Possiblement. On sait d'un point de vue neurofonctionnel, donc là maintenant quand on s'intéresse plutôt aux zones du cerveau, eh ben que on a certaines zones qui vont être activées, le cervelet, le pont, bon, peu importe, et surtout qu'on a une désactivation, une hypoactivation de ce qu'on appelle le cortex frontal, hein, qu'on avait parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, hein, on n'en parlera pas forcément là, mais il y a des techniques, hein, pour faire des états modifiés de conscience, hein, pour qu'elles soient respiratoires, qu'elles soient en hypnose ou médicamenteuses. Et on a souvent la même chose, c'est-à-dire une hypoactivation de nos lobes frontaux. Alors certains diront que ça permet de se libérer donc justement du mental, hein, qu'on est plus traditionnel, et que justement l'esprit se libère. D'autres diront au contraire que tout ce qu'on vit quand le lobe frontal est en hypoactivation, ce n'est qu'hallucination, quoi, ce n'est que une illusion. Ça, voilà, c'est le principe de la neurospiritualité, c'est que chacun peut voir un petit peu comme il le croit et comme il a envie. Donc, voilà, donc il y a ce cocktail de neurotransmetteurs et des zones un petit peu qui s'allument, qui s'éteignent. Est-ce que l'orgasme joue avec l'attachement, Olivier? Quel est le lien Alors, oui, en fait, il y a eu même une étude sur des rongeurs, hein, mais bon, on peut l'extrapoler à l'homme, où ils faisaient donc des rapports sexuels entre deux rongeurs, et il y en avait un, ils arrêtaient avant l'orgasme, et l'autre groupe non. Et en fait, l'orgasme est associé à une augmentation de la fidélité post-rapport sexuel. Donc, après un rapport sexuel où il y a eu l'orgasme, il y a plus de chances qu'il y ait une monogamie par derrière. Et en fait, c'est probablement lié justement à ces bonding protéines, à cette ocytocine, à cette prolactine qui sont sécrétées pendant l'orgasme. Alors que voilà, la dopamine, elle augmente rapidement dès le désir sexuel ou autre. Et là, cette lancée cette montée d'ocytocine et de prolactine, voilà. Et ça pourrait donc avoir un lien justement à l'attachement qui se passe derrière. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose avant qu'on passe tout à l'heure aux questions-réponses? Je voulais juste vous dire aussi qu'il y aura une petite méditation à la fin pour justement ouvrir votre amour inconditionnel. Juste avant de dormir, il a dit que ça nous ferait du bien pour dormir, donc donc on a décidé de la mettre à la fin. J'espère qu'en tout cas ça vous fera du bien et ça vous donnera un joli plaisir pour aller dormir. N'hésitez pas à poser vos questions, je vous rappelle, hein, dans le chat, on va les prendre dans quelques instants. Juste, est-ce que tu souhaites nous rajouter quelque chose sur tout cet exposé, hein? Merci pour cet éclairage, ça donne plein de pistes en tout cas, mais sur peut-être l'amour conditionnel, inconditionnel. Bon, je pense qu'on a la sexualité et l'orgasme, ça ferait partie d'un webinaire à lui tout seul, c'est certain. C'était juste pour être exhaustif un minimum. Exactement, mais est-ce que il y a quelque chose que tu souhaiterais préciser qui est important pour toi, pour qu'on comprenne bien ce soir ce qui se passe au niveau de nos neurotransmetteurs? Eh bien que de la même façon qu'il y a différentes façons d'aimer, au niveau du cerveau, il y a différentes voies qui peuvent être activées. Donc, essayez peut-être de comprendre donc parfois par quoi on est pris, c'est-à-dire dans un amour passionnel, dans un coup de foudre, de ressentir ça. Mais restons humains et vivons le coup de foudre quand il est là. C'est quelque chose qui est merveilleux, c'est quelque chose où on se sent vivant. Et autant, voilà, ce qu'il faut, c'est un peu peut-être tantrique de dire ça, mais il faut profiter du moment, de l'expérience, mais peut-être en être conscient, ça nous permet justement, comme dans beaucoup de choses, hein, dans la méditation, être conscient justement d'un phénomène, peut-être qu'on en est moins, on en est moins dépendant, on en est moins esclave. On va prendre quelques questions.
Et après, je vous parlerai bien sûr de notre offre de ce soir. Quelques questions, Sophie, c'est intéressant, bien sûr, Sophie, ta question, votre question. Je ne vois pas comment faire l'économie de l'attachement dans une relation amoureuse. Cet amour inconditionnel, je ne le vis qu'avec mon enfant ou mon animal, en tout cas pour le moment. J'ai envie de rajouter ça. Eh oui, parce que avec un enfant ou un animal, euh, probablement qu'on en attend moins. Probablement qu'on en attend moins. Et je pense qu'en couple, on a énormément d'attentes. On a énormément d'attentes. Et alors après, comment faire justement l'économie, comment justement basculer dans un amour avec attachement sans attachement. Je pense qu'on en revient un peu à ta question, Laura, qui était de la dépendance affective. Alors, sans que ce soit une dépendance, bien entendu, mais peut-être que la réponse est la même, que pour justement aimer d'une façon moins conditionnelle, peut-être se rendre heureux soi-même, ou du moins essayer de trouver en soi des ressources. Et à partir de là, on va être encore plus disponible pour justement aimer de façon inconditionnelle, de la même façon si on n'attend pas forcément que son enfant nous rend heureux. D'ailleurs, c'est pas le rôle de l'enfant, probablement de rendre heureux les parents. Et donc, on fait cette économie. On n'est pas attaché à ce que l'enfant nous donne. On est juste dans l'amour. Et voilà, je pense que en vie de couple, très difficile, hein, bien entendu. Hein, je ne prétends pas ni avoir la solution, mais je dirais par cette façon-là, essayer de comprendre ce que la personne nous donne et de se demander si on pourrait l'avoir autrement. Lucien nous demande quelle est la différence entre un neurotransmetteur et une hormone qui est sécrétée par une glande endocrine. Alors, bon, hormone, c'est vrai que c'est une question de définition. Une hormone, bon, c'est censé. Alors, à la base, la définition, c'est que ça passait par le sang, une hormone, dans une glande, par quelques exceptions. C'est assez synonyme. C'est juste qu'une hormone, effectivement, normalement, c'est sécrété par une glande pour aller agir sur d'autres organes. Le neurotransmetteur, il peut être créé au niveau du cerveau et agir directement. Ça reste des transmetteurs et d'ailleurs, de plus en plus, on prend l'un pour l'autre. Hein. Donc, on sait par exemple que même par exemple l'ocytocine, qui était une hormone, bah, maintenant on la considère comme quelque chose de neurotransmetteur. On peut quasiment, selon les cas, ça serait juste une question de définition, mais les considérer comme synonymes. Alors, il y a Odile, on revient sur l'amour conditionnel et inconditionnel. En même temps, ça fait partie du webinaire et de la thématique de ce soir. Merci d'avoir expliqué cette différence. J'ai quand même tendance à dire qu'il faut des conditions quand même dans l'amour, soit les conditions de respect, de bienveillance et de bien-être avec l'autre. Oui, mais effectivement, est-ce que ça, c'est pas justement des conditions d'amour inconditionnel? Parce que c'est justement la bienveillance, le bien-être avec l'autre. Là, dans ces phrases, le moi n'apparaît pas et je pense que c'est beau. C'est ça justement. Le respect, c'est aussi c'est composé d'admiration. Le respect, parfois on dit c'est un mélange d'admiration et de peur. Enfin, mais c'est l'admiration, c'est l'estime de l'autre, le respect. Et donc effectivement, je pense que quand on respecte la personne, c'est une façon de l'aimer de façon inconditionnelle. Je pense que la curiosité, l'admiration, c'est relatif, le respect, donc c'est relatif à l'amour inconditionnel. Alors de l'autre côté, la fascination, déjà, c'est plus suspect. Quoi. Quand on est fasciné, hein, comme on peut avoir des fois dans des délires qu'on appelle érotomaniaques, hein, où une personne va croire même qu'il est en couple avec son voisin ou sa voisine, et carrément, il va être en fascination, qui peut même des fois mal se finir. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas de l'amour inconditionnel, ça, par exemple. Hein. C'est un film que la personne s'invente et voilà. Donc non, je pense que oui, effectivement, le respect, c'est de l'amour inconditionnel. C'est, je pense, une belle chose, en fait. Ouais, il y a Sandrine qui rajoute que aimer, c'est assez joli, aimer de façon inconditionnelle est une prise de conscience. J'aime bien cette idée-là, cette notion de quête aussi. Hein. C'est une quête en réalité. Alors après, elle rajoute que tout le monde ne peut avoir. Bon, c'est votre postulat. En tout cas, parfois, s'aimer soi-même est un travail de toute une vie. Oui, comme la dépendance affective causée par certains traumatismes de l'enfance. Tu aurais envie de répondre quoi et d'apporter quoi comme précision à Sandrine? Bon, déjà, moi, je suis. Merci pour cette question, hein, Sandrine. Je suis d'accord avec vous sur l'idée donc que s'aimer, c'est un travail de toute une vie. Et pour préciser, en plus, je crois à un moment avoir vu passer dans les questions quelqu'un qui demandait si on pouvait avoir de l'amour conditionnel envers soi-même. Donc, dans la technique de méditation de bienveillance,
que je vous ai brièvement décrites, effectivement, on peut ressentir l'amour inconditionnel pour quelqu'un, mais on peut, et voire même parfois, et c'est conseillé de commencer par soi-même. Alors, je pense que pour commencer, c'est mieux de prendre quelqu'un d'autre parce que on a parfois du rejet envers soi et donc ça peut être un peu plus, au moins pour commencer, de s'envoyer de l'amour, on peut être rattrapé par des pensées. Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, je pense que pour muscler nos aptitudes cérébrales à faire de l'amour inconditionnel, on commence avec quelque chose, un animal, un enfant, quelque chose voilà, vraiment où on va pas avoir le mental qui va dire est-ce qu'il le mérite, tout ça. Et après, par contre, oui, il faut aussi se l'adresser envers soi-même. Un auteur, Pema Chodron, qui est une moniale bouddhiste, elle parle aussi beaucoup de l'amitié envers soi-même, qui est la même chose. Hein, c'est de l'amitié, être son ami, c'est-à-dire si jamais je fais quelque chose de pas très bien, ou c'est pas grave, tu as fait ce que tu as pu, avoir de la douceur envers soi. La douceur, et ça c'est pareil, hein, la douceur c'est une forme d'amour inconditionnel. Donc je pense que on peut en avoir envers soi-même et il faut le développer. Et après, l'idée qu'il faut en prendre conscience, je pense que c'est aussi intéressant. Déborah qui nous demande le neurotransmetteur qui permet le calme et la sérénité. Tu en as parlé tout à l'heure, bien sûr. Sérotonine. Ouais. Ça, on est plutôt sur la sérotonine, hein, parce que donc, la dopamine, quand on a un état un peu d'hyperdopaminergie, ça va augmenter la prise de risque. Hein. Et d'ailleurs, c'est connu, hein, donc, avec l'alcool, par exemple, hein, la dopamine monte ou d'autres drogues, hein, et là, il y a des comportements à risque et tout ça. Alors que la sérotonine, au contraire, quand on a une situation qui nous est favorable, par exemple, si tout va bien pour nous, la sérotonine, elle va au contraire diminuer la prise de risque et nous faire en sorte qu'on va maintenir cette situation. À l'inverse, quand on est en hyperdopaminergie, par exemple à cause de traitement ou pas forcément à cause même de drogue, et ben on va avoir plus tendance, même si on a tout pour être heureux, d'aller faire une infidélité, d'aller acheter quelque chose qu'on n'avait pas besoin, de tenter une aventure matérielle, hein, une aventure quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, c'est plutôt la sérotonine qui va être impliquée dans la sérénité. On reste sur justement les neurotransmetteurs. Lauriane qui nous demande si la dépendance affective est le reflet d'une carence de certains neurotransmetteurs. Et est-ce que tu peux nous repréciser ça et nous éclairer là-dessus? Alors, si je répondais oui, ça me mettrait dans une vision qu'on appellerait matérialiste, c'est-à-dire de penser que si on n'est pas bien, c'est que les neurotransmetteurs sont bas. Parce qu'en fait, on peut aussi penser l'inverse. On peut aussi penser que je suis pas bien, donc mes neurotransmetteurs sont bas. Et ça, quelque part, c'est pas vraiment résolu. Est-ce que dans quel sens ça va? Quelle est la poule? Quel est l'œuf? Donc, est-ce qu'on a des carences psychologiques qui se donc manifestent au niveau du cerveau par des carences en neurotransmetteurs, ou est-ce qu'il y a une carence en neurotransmetteurs de base? Ce qu'on sait quand même, c'est qu'on est avec une certaine génétique et que certaines personnes vont avoir des taux, voilà, on va dire une transmission en sérotonine qui va être plus basse que d'autres. Ils vont être plus sujets aux troubles de l'humeur, ce qu'on appelle la dysthymie, c'est-à-dire, voilà. On sait aussi qu'il y a d'autres sujets qui naissent avec, par exemple, une tendance à être un peu en hyperdopaminergie, c'est-à-dire avoir la dopamine un petit peu élevée. Mais tout ça, pour moi en tout cas, hein, ça ne prend pas forcément le dessus sur d'autres hypothèses plutôt qu'on dirait psychodynamiques où les neurotransmetteurs, c'est un petit peu le reflet matériel, mais si on a une carence, c'est peut-être une carence affective, une carence psychologique, une carence d'estime de soi. Bon, il y a beaucoup de carences possibles et on sait que parfois travailler avec un thérapeute, ça peut nous normaliser nos neurotransmetteurs. Hein. Donc, ne pas prendre ça comme une fatalité, c'est pas parce qu'à un moment donné, les neurotransmetteurs sont bas qu'on est condamné à ce qu'ils soient bas. Hein. On sait, hein, c'est prouvé que la psychothérapie peut normaliser la neurotransmission. Martine qui nous demande, elle nous remercie, conférence très intéressante. Pourriez-vous un peu parler des fréquences en Hertz pour les musiques pouvant ouvrir à la relaxation et puis générer des états amoureux conditionnels et aussi inconditionnels? Est-ce qu'il y a est-ce que tu es à même de répondre à ça? Vous voulez parler des fréquences de solfège, 528, 432? Je pense. Si vous pouvez nous préciser, Martine, c'est super. Et sinon, écoutez, on passera cette question ou alors on reviendra sur cette question quand on aura un petit peu plus de précision là-dessus. Je peux juste dire alors que pour les fréquences de solfège,
donc pour rappel, hein, parce que je pense que la plupart ne connaissent pas, c'est certaines fréquences qui pourraient avoir certaines vertus, donc ouvrir certains, bon, en tradition, certains chakras, ou pourrait favoriser l'amour, favoriser la détente ou autre. Je me suis intéressé, comme je m'intéresse à beaucoup de choses, donc je me suis intéressé à ça. J'ai pas trouvé de base scientifique, donc je serais gêné pour vous dire quelque chose dessus. Ça m'arrive même d'en écouter, mais je peux pas trop dire dessus. Par contre, quelque chose qui a été un peu plus étudié, c'est des fréquences binaurales, binoréales, qui sont donc le principe, c'est de mettre des fréquences de musique différentes dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche au casque, et la différentielle entre les deux va créer un état. Bon, souvent, on prend ça comme un état de relaxation. Voilà. Donc ça, par contre, il y a eu des études scientifiques dessus. Par exemple, pour les fréquences solfège, je serais plus réservé. Ça me gêne d'en parler sans base scientifique. Gaël qui nous demande, est-ce qu'on peut par l'alimentation doper sa dopamine? Alors oui, bon après là c'est tout un sujet, c'est sur les neurotransmetteurs, mais effectivement c'est possible. Alors la dopamine, hein, je vais rester simple, mais avant d'être dopamine, à la base ça va être des acides aminés. Un acide aminé qu'on trouve donc dans les protéines. Dans les acides aminés, on va parler directement de la tyrosine. Juste avant il y a la phénylalanine, mais peu importe, la tyrosine. Et la tyrosine, cet acide aminé qu'on trouve par exemple dans la viande, qu'on peut trouver aussi un peu dans les bananes, cet acide aminé va être converti par une enzyme, la tyrosine hydroxylase, peu importe, en une autre molécule qui s'appelle la dopa et ensuite la dopamine. Donc, on peut, par l'alimentation, augmenter un petit peu ces taux de dopamine. Il existe d'autres techniques pour augmenter ces taux de dopamine, commencer par le sport, certaines respirations, les douches froides. Voilà, il existe différentes techniques. Pareil pour la sérotonine, on peut, ça fait partie effectivement de l'hygiène de vie. Ouais. Là aussi, ce serait un webinaire à part entière. Sujet, hein, de toute façon, on savait qu'on pourrait rester des heures et des heures là-dessus, mais en tout cas, voilà, il y a plein de sujets. Combien de temps? Alors, on va faire cette méditation. Hein. Il y a quelqu'un qui nous demande le lien vers ce type de méditation. Isabelle, on va faire une méditation tout à l'heure, dans quelques instants. Donc, vous pourrez peut-être l'enregistrer ou vous aurez le replay de toute façon demain et mettre un lien aussi, effectivement. Alors ensuite, combien de temps, Grégory nous demande, nous devons méditer pour atteindre cet amour inconditionnel? Toute une vie, peut-être. Non, par contre, de façon plus concrète, les bienfaits de la méditation, finalement, quels qu'ils soient, ils ont été mesurés et dans la plupart des études, ils ont fait ça sur 8 semaines parce qu'il y a un cycle qui s'appelle MBSR qui est de 8 semaines. En fait, les effets de la méditation sont assez rapides. Et pareil sur les effets sur l'humeur, il y a eu des méditations de gratitude, des méditations de bienveillance, d'amour qui ont été faites et elles sont toujours faites sur… de toute façon, ça coûte cher, c'est long, c'est compliqué de faire des études sur plusieurs années. Donc, toutes les études qui ont été faites, qui améliorent le sommeil, l'humeur, l'anxiété, c'est sur… je vais vous dire moins de 2 mois, par exemple, ou éventuellement, mais pas plus de 3 mois, et les effets sont assez rapides. Par contre, quand on arrête, les effets ont tendance, en fait, si on l'a fait pendant une courte période, quand on l'arrête, ils vont perdurer un petit peu, mais il y a des chances qu'ils s'estompent un petit peu. Mais ça ne sera pas totalement perdu, comme un peu avec le sport, il y aura une sorte de mémoire, et quand on s'y remet, les effets reviennent plus rapidement. Merci pour cette réponse. Alors, Sandrine qui nous demande, la jonction temporopariétale, cette zone impliquée dans la générosité et le pardon, comme vous l'avez dit, peut-elle être éduquée donc par la méditation, et les gens qui ne sont pas généreux peuvent-ils le devenir? Eh bien, en fait, oui. Alors, par exemple, cette zone-là, elle est impliquée aussi, vous avez dit, dans le pardon. Et il y a eu aussi des études sur le pardon, où si on s'efforce, on s'entraîne à pardonner, alors il y a par des thérapies de pardon, pour des pardons vraiment spécifiques, douloureux, mais même au quotidien, on peut justement muscler. Donc oui, je pense que le cerveau, il a tellement une neuroplasticité que on peut, de la même façon qu'on peut apprendre à jouer un instrument, alors qu'au début, ou à conduire ou autre, on a une telle plasticité que on devient on est ce que l'on pratique, quoi. Donc, on peut effectivement améliorer ça avec donc justement ces méditations-là qui augmentent l'empathie. Donc, avec l'empathie, la générosité augmente, tout le reste augmente. Il y a une jolie question d'Ariel qui revient sur le coup de foudre, donc cet amour très passionné. Est-ce que le coup de foudre, finalement, avec tout ça, avec tous ces enseignements, disparaîtrait avec le temps? Comme question. J'ai l'impression que déjà l'histoire dirait plutôt que oui, c'est rare des coups de foudre qui… Et après,
comme ça reste quand même un emballement du circuit de la récompense, Oui. et quelque part, c'est là où ça rejoint une addiction, qu'une addiction, bon, elle est toujours quand même par période. Hein. Alors, elle peut être chronique, mais elle est quand même par cycle. Et le coup de foudre, je pense pas qu'il puisse rester aussi longtemps parce qu'un état d'hyperdopaminergie, donc c'est-à-dire que on sécrète, bon, déjà, ça peut être épuisant, mais c'est surtout que au bout d'un moment, on se désensibilise un petit peu. Hein, donc, c'est le principe. Si vous voulez, normalement, la sécrétion de dopamine se fait au niveau de l'aire tegmentale ventrale, hein, donc dans le tronc cérébral, hein, restons plus simple. Et les comportements, faire du shopping, différents comportements, voir son compagnon, va sécréter de la dopamine par cette zone-là. À l'inverse des drogues, les drogues, si on continue d'en prendre, ça marche tout le temps. Par contre, d'un point de vue comportemental, au bout d'un moment, on peut avoir un phénomène de lassitude. C'est-à-dire que si on répète la même chose, on regarde la même vidéo drôle, la même musique, hein, la musique sécrète de la dopamine, au bout d'un moment, ça s'épuise. Et c'est pour ça que les drogues sont si dangereuses en termes d'addiction, parce que ça peut ne pas s'arrêter. C'est souvent des cycles, des emballements, ça se calme, mais si on continue de prendre de la drogue, on sécrète de la dopamine. Alors que pour le comportement, on a une période réfractaire où justement, on a beau refaire un comportement, la dopamine n'est plus sécrétée. Donc, je pense qu'au niveau du coup de foudre, c'est la même chose, à moins que votre conjoint nous drogue à notre insu, mais normalement, au bout d'un moment, il n'y a plus de sécrétion de dopamine. Enfin, voilà, l'aire tegmentale ventrale a tendance à se calmer. Ouais. Alors, c'est à peu près, peut-être on va apporter encore plus de précision parce qu'il y a Isabelle qui pose cette question. Comment sortir de l'addiction quand on a été dans une relation coup de foudre, donc ce circuit de la récompense, hein, vous avez bien compris que la relation se termine. Comment faire face au manque de cette addiction? Cigarette, alcool, drogue, solution proposée. Mais dans l'addiction amoureuse, quelle serait la solution et qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, on va faire la méditation, c'est sûr, ça fait partie des voilà. Alors, je dirais, autant, vous voyez, par exemple, pour le tabac, quand le tabac, donc la nicotine sécrète, hein, fait sécréter de la dopamine, hein, tout simplement, il existe des substituts nicotiniques. Et le principe du substitut, d'un point de vue même philosophique, c'est plutôt que un corps étranger, que l'environnement toxique nous apporte de la dopamine, on va prendre une pastille ou un chewing-gum qui nous apportera de la dopamine et qui, lui, n'est pas toxique. Et voilà. Donc, c'est un peu la même idée de substitution, de substituer. Alors après, par quoi substituer? Il faut faire attention, effectivement, de ne pas remplacer une addiction par une autre. Donc, la dépendance affective, ne pas tomber dans l'alcool pour compenser parce qu'on n'est plus, ne pas se remettre à fumer, beaucoup de choses qui peuvent se voir. Hein. Donc, la méditation, effectivement, je dirais peut-être que quand on est dans un cercle vicieux comme ça, moi je crois quand même au pouvoir rationnel, hein, de la conscience, c'est-à-dire déjà si on prend conscience de la chose, ça aidera en soi-même si on prend conscience, et après peut-être accepter, c'est-à-dire essayer d'être dans une approche d'ouverture, un petit peu comme on voit en méditation, là je suis en manque, je suis en frustration, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens psychologiquement? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Mais aussi, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a et dans une approche toujours de méditation, hein, on n'est pas dans une approche de relaxation, par exemple, essayer juste d'observer. Ah là, ça tire ici, ça, voilà. Et peut-être que on a parfois peur de souffrir. On a plus peur mais finalement, si on accepte, on plonge dans la souffrance, et bien quelque part, on peut se rendre compte que oui, ça fait mal, mais bon, allez, je continue. Et ça, peut-être que ça peut être un premier pas plutôt d'avoir peur de souffrir et du coup de ne pas oser prendre des décisions. Je souffre, je prends conscience de la douleur que j'ai et ça m'aide à relativiser, à prendre du recul. Il y a David qui nous demande si les cerveaux hommes ou femmes sont plus enclins à l'amour inconditionnel, conditionnel. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Est-ce que sur l'amour homme-femme, alors là, je ne saurais pas exactement sur les hommes et les femmes, parce que l'ocytocine et la prolactine sont sécrétées chez les deux pendant la grossesse. Alors après, on a la progestérone. J'aurais pas de réponse. Je pourrais éventuellement, si te renseigner si tu en as envie, ouais. Voilà, me renseigner là-dessus. Là, j'aurais pas de réponse directe, quoi.
Hmm. Euh, Généralement, comment ça se passe quand il y a des questions comme ça et on ne sait pas forcément, au lieu de donner une réponse rapide, en fait, Olivier va pouvoir vous répondre à un moment donné, il va se renseigner là-dessus et puis il vous mettra un petit message dans le chat. Hein. Je regarde si j'ai rien oublié au niveau des questions. Toc, toc, toc. Bon, il y a toujours des choses. Non, mais on va passer à la méditation. Mais avant, je voudrais bien sûr parler de l'offre qu'on propose ce soir. Alors, vous savez que si justement ce sujet vous passionne, sujet de l'amour, sujet de l'attachement, sujet un peu plus, de manière un peu plus globale, de la santé, du sommeil, de l'anxiété, on a évoqué pas mal de sujets ce soir, de la sexualité aussi. Sachez que Olivier fait partie de toute l'équipe de Dynamica, hein, du programme Dynamica. C'est un énorme programme de transformation, c'est un programme de vraiment de transformation révolutionnaire, ça se fait dans la douceur, ça se fait dans le temps et c'est surtout très innovant. Donc en fait, Dynamica, c'est quoi? J'essaye de vous expliquer rapidement. C'est vraiment, il y a 3 choses. C'est un enseignement où Olivier, par exemple, va vous faire un dossier. Tu as tourné ce week-end, je crois, sur le neurotransmetteur, c'est ça? Et sur le C'est ça, sommeil? oui, voilà, sur les neurotransmetteurs et aussi sur les émotions, comment elles se construisent au niveau du cerveau et le Voilà. sommeil aussi. Voilà, donc sur effectivement les neuros. Ce que vous avez eu ce soir, c'est un condensé, c'est un résumé de ce que vous allez pouvoir avoir dans votre dossier. En fait, l'enseignement, c'est tous les vendredis, vous allez recevoir le dossier de la semaine par un expert. Il y a énormément d'experts dans cette formation. Et tous les vendredis, vous avez ce dossier complet de 30 minutes à 1 heure sur un sujet de santé, un sujet de conscience, un sujet de philosophie, un sujet en tout cas qui fait évoluer notre conscience. Vous avez également bien sûr des exercices pratiques, vous avez des bonus où on vous donne à chaque fois des exercices à faire pendant la semaine et surtout, et ça c'est super intéressant, vous avez le lundi un webinaire de suivi. Ça veut dire que si vous avez des questions, comme on a fait ce soir en fait, un webinaire mais de suivi questions-réponses. Ça veut dire que vous avez suivi le dossier du vendredi matin et ensuite, le lundi, Olivier sera là pour répondre à toutes vos questions, 1 heure de questions-réponses où vraiment on va répondre de manière extrêmement précise. Et ça, c'est super parce que c'est un lien avec l'expert, c'est vraiment un lien sur le dossier de la semaine. Et bien sûr, pour qu'il y ait une transformation, il faut un coaching, il faut un accompagnement et c'est ce qu'on vous propose ce soir dans cet accompagnement Dynamica. On vous laisse pas seul, on a bien compris que la transformation, elle a besoin, en tout cas, on a besoin d'être accompagné. Donc, il y a un chat, il y a un forum privé, il y a une communauté Dynamica qui est complètement à votre écoute. Si vous avez des questions pendant la semaine, pendant votre dossier, toutes les personnes en coulisses sont là pour vous répondre. Dans cette offre, il y a, vous savez, des gens comme Olivier Madelrieux, vous avez Alain Huot qui est naturopathe, donc on parle de naturopathie, on parle d'alimentation, on parle de santé. Vous avez Denis Coster qui est médecin, anesthésiste, biohacker, on l'a reçu plusieurs fois, vous le savez, sur Vivo Vojo. On a Sylvie Caron qui est ostéo, kiné. En fait, on prend vraiment de manière holistique toutes nos évolutions, toutes nos croissances. Vous avez aussi Robert Larsonneur, là, il est spécialiste, vous le savez aussi, de la PNL et de l'hypnose. Donc, en fait, tous les sujets sont traités et sont dans cette formation qui est exceptionnelle. Et ce soir, le prix d'accès, c'est 39 € par mois, 39 €. En fait, c'est à peine 1,30 € par jour. Et vous avez un abonnement. Et voilà, je vous l'ai dit, il y a un dossier complet, il y a un webinaire de questions-réponses. Vous avez accès au forum. Et vous avez bien sûr un espace abonné et des tas de bonus sur des 40%. Vous avez une formation à la fin si vous vous abonnez pendant 1 an. Bref, en tout cas, sachez que c'est évidemment garanti, satisfait ou remboursé dans les 14 jours et vous avez une possibilité de résiliation si vous n'avez plus envie de cet accompagnement. Donc, c'est un programme franchement exceptionnel. On adore évidemment ici, c'est notre plateforme Vivo Vojo Dynamica parce qu'on pense que vraiment, la transformation a besoin de cet accompagnement. On vit dans une période où il y a une transformation, une mutation énorme. Et c'est vrai que on est là pour vous accompagner. Est-ce qu'Olivier, tu veux préciser 2-3 petites choses sur le dossier justement que tu as tourné ce week-end? Pareil, c'était une première pour moi. Donc, moi, l'idée, c'est j'aime beaucoup faire découvrir la neurologie au grand public, donc pour tout le monde, essayer d'avoir des points pratiques. Donc, c'est un petit peu ce
ce qu'on a essayé de faire ce week-end. Donc, bon, voilà, je rejoins l'équipe. Puis, Bah, on est très heureux en tout cas de t'avoir avec nous au sein de l'équipe parce que je pense que ouais, ça manquait cette notion de voilà aussi d'amour, de sexualité, comprendre tout ce qui se passe, etc. Et parler aussi bien sûr des neurotransmetteurs où tu es aussi accompagné par Olivier Madelrieux et vous êtes voilà en binôme. C'est ça la force aussi de ce projet, moi que j'adore parce qu'il y a des liens entre tous les auteurs, entre tous les experts et c'est vrai que c'est ça la force. Hein, on est tous ensemble et on vous accompagne en tout cas tous ensemble. Donc, si vous avez des questions sur ce programme, n'hésitez pas. À chaque fois, on vous répondra. Toute l'équipe est là pour répondre à toutes vos questions. Et puis, je voulais juste vous terminer avec, bien sûr, on l'attend, la méditation de bienveillance. Et là, bah, écoute, je vais te laisser la main pour terminer en beauté sur cette méditation. Donc, Olivier, je te laisse cet espace-là. D'accord. Eh ben, allez, donc on va essayer donc cette méditation de bienveillance. Donc, comme toute méditation, ça va être important que vous ayez une bonne position, une bonne posture. Essayez de trouver le juste milieu entre être bien détendu et en même temps avoir le dos droit, avoir une certaine tenue. Donc, vous pouvez commencer à fermer les yeux. Et dans un premier temps, on va prendre conscience de nos points de contact entre notre corps et le sol. Donc, si vous êtes assis en tailleur, ce sera vos jambes, sinon ce sera peut-être vos pieds. Voilà, vous prenez conscience de votre corps par rapport à une chaise, si vous en avez une, des points de contact. En particulier la zone du bassin. Peu importe si elle est assise sur un canapé, un fauteuil ou par terre, la zone du bassin, elle est importante pour bien se sentir ancré. Voilà, vous pouvez maintenant prendre conscience de la respiration en essayant de ne pas la modifier, en la laissant être, inspirer et expirer. Vous l'observez, vous essayez pas de la ralentir, pas de l'approfondir ni de la détendre. Vous pouvez la ressentir au niveau du nez, des narines, mais aussi de la gorge, des poumons, ou même du ventre. Vous prenez conscience que vous respirez et vous essayez d'observer comment ça se ressent au niveau de votre corps. S'il y a des pensées, c'est normal. Le cerveau fonctionne. Vous recentrez votre conscience sur la respiration. Voilà. Maintenant que le cerveau est un petit peu calmé, on va donc commencer la méditation de bienveillance proprement dite. Ce que je vous propose, c'est de faire venir à vous l'image d'une personne ou d'un animal pour qui vous éprouvez au quotidien une affection et si possible, vous savez, vous n'en attendez pas trop, vous ressentez juste de l'affection. Vous la visualisez et vous allez commencer à essayer de ressentir de la bienveillance pour cette personne. Ressentir, lui souhaiter du bonheur. Souhaiter que cette personne, cet être soit heureux. Vous pouvez mentaliser en formant des mots que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé. Vous pouvez aussi utiliser une technique d'utiliser l'expiration pour envoyer un flux d'amour, un flux de lumière, de bienveillance.
qui part de vous, éventuellement de votre cœur, et qui va sur la personne, sur l'être aimé. Certains visualisent des bulles d'amour qui partent. Trouvez la méthode qui vous correspond le mieux, qui vous met le plus en empathie pour cet être. Que vous soyez réjoui si cet être est heureux. Vous pouvez utiliser l'expiration pour envoyer cet amour, envoyer cette bienveillance. Vous pouvez aussi faire un sourire intérieur. Si vous faisiez un sourire plein d'amour pour cet être. Et maintenant, vous allez essayer d'élargir cet amour à plusieurs personnes. Toujours en gardant ce flux, cette envie que l'autre soit heureux. Vous pouvez utiliser l'expiration pour essayer d'approfondir l'amour que vous envoyez. Voilà pour cette introduction. Vous pouvez progressivement revenir et bien entendu, ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre cette méditation qui peut se faire pendant des heures et qui est très bénéfique. Quand on l'a fait au décours, on ressent vraiment une sensation de calme, une sensation de bien-être. Et l'idée, c'est d'aller vers la personne aimée, vers la personne... D'accord. Donc... Ouais, vraiment, on se décentre, on donne, on va vers l'autre. Mettez-nous dans le chat, si vous le voulez bien, si vous en avez envie, ce que vous avez ressenti par rapport à cette méditation. C'est quelque chose que tu fais régulièrement, qui t'a ouvert, qui t'a ouvert des portes, qui t'a ouvert des... Oui, ça fait partie des... je médite de différentes façons, mais c'est vrai que ça fait partie des méditations que je fais. C'est vrai que je médite aussi dans des groupes où elle est aussi parfois proposée. C'est une méditation que je pratique assez régulièrement. C'était super d'entendre Maudit Gaël, un neurologue qui a une vision bien plus large que ce qu'on peut entendre. Merci, merci. Grégory, j'ai ressenti beaucoup d'amour pour Olivier, c'est joli. La méditation LKM me donne chaud. Ouais, c'est des descriptions qui reviennent quand on sent une sorte de chaleur, effectivement. Ouais. Le sourire et le calme sont venus tout seuls. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Tu conseilles de mettre de la musique ou tu conseilles pas forcément? Parce que la méditation, on n'essaye pas d'induire un état, on essaye éventuellement de le retrouver en soi. Après, si c'est une petite musique douce de fond, mais le plus important, c'est de s'entraîner à méditer, mais peut-être après de réussir à le faire dans un tram, de le faire tout le temps. Donc, c'est bien de se créer des conditions propices, mais peut-être mettre de la musique de temps en temps, mais pas forcément tout le temps. Je ne conseillerais pas forcément de la mettre systématiquement. Ça m'a donné le sourire tout le long, nous dit Odile. C'est bon pour l'âme. Merci beaucoup. Laura Isabelle, merci. Un apport de calme, de bienveillance à soi aussi. Superbe. Guidée, méditation guidée, ou alors tu conseilles de la faire seule? Moi, alors, je pense qu'au début, c'est bien de guider, d'être guidé. Après, ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Le mieux, je pense, c'est d'essayer de trouver les ressources internes, donc justement pour être dépendant de moins de choses possibles. Et si jamais on est dans un moment où on n'a pas accès à un guide, qu'on arrive quand même, si on a envie, à fermer les yeux et à se mettre dans cet état-là. Donc, oui, le guide au début, c'est bien, c'est important. Vous en trouverez beaucoup, soit sur Vivojo, soit même sur les plateformes. Il y en a plusieurs, des méditations de bienveillance. Mais après, peut-être essayer de le faire sans le guide. Ouais. Sourire et bonheur et joie sont nés spontanément. C'est joli ce que nous dit Sylvia.
j'ai pu enfin me détendre et lâcher prise. C'est quand même l'idée de ces webinaires, c'est que vous soyez mieux à la fin et qu'on vous donne justement des bulles d'amour, de bienveillance, de conscience, de prise de conscience. On est là en tout cas sur cette plateforme Dynamica Yojo pour ça, pour vous aider à aller vers ça. Et Pâquerette qui nous dit merci pour cette méditation de bienveillance dont tout le monde a tant besoin. Olivier, je vais te remercier infiniment. Est-ce que tu souhaites avoir quelques mots de conclusion pour les personnes qui étaient avec nous ce soir? Merci à toi Laura et merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. Moi, c'était une première, c'est quelque chose qui me plaît, donc justement de partager un petit peu. C'est vrai que je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup d'articles, et ça me fait plaisir de pouvoir le partager. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, et c'est aussi pour ça que je travaille depuis peu là avec Vivo Vojo pour justement essayer de rendre plus accessible des savoirs effectivement qui sont en anglais, qui sont un petit peu très scientifiques, mais dont les conclusions, pour moi, je pense qu'elles intéressent tout le monde, ou du moins beaucoup de personnes. En tout cas, c'était une belle première. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton enseignement, merci pour ta clarté, merci d'allier tout ton savoir, toutes tes recherches à cet esprit, à cette spiritualité. D'ailleurs, il y a Sandrine qui nous dit quand médecine et spiritualité se rejoignent, c'est juste exceptionnel. Donc, merci de prendre conscience que effectivement ce contenu est exceptionnel. Christine nous dit qu'elle aurait pu continuer plus longtemps la méditation. Mais... D'ailleurs, je vous invite à le faire. Hein. C'est vraiment le faire. C'est très bien. Là, pour le format, on a dû un petit peu écourter. Hein, mais oui, si vous pouvez faire 10, 20 minutes, 30 minutes. Le livre dont Olivier parle, c'est Petit traité de neurospiritualité. Voilà, Petit traité de neurospiritualité. Vous pouvez le retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies et bien sûr sur Internet. En tout cas, je rappelle que vous aurez bien sûr, pour toutes les personnes qui ont eu des difficultés à nous suivre ce soir, il y en a eu manifestement un petit peu, vous pourrez nous retrouver dès demain. Vous avez un replay qui sera là dès demain dans votre boîte mail, avec toutes les informations bien sûr que je vous ai données de manière un petit peu concentrée sur ce programme. Et Olivier nous rejoint dans ce programme et je suis très heureuse de ça. Merci d'être là avec nous. Merci en tout cas d'avoir été présent lors de ces webinaires. C'est toujours une joie pour nous de vous apporter des éclairages et j'espère des prises de conscience. Merci pour cette vulgarisation sur les neurotransmetteurs et l'amour. Ça a été un plaisir en tout cas, Olivier, de te rencontrer. De toute façon, on se suit. Merci à vous et très très belle fin de soirée sur bien sûr la plateforme Vivo Vojo et à tout bientôt. On vous souhaite à tous une très belle nuit et merci de nous avoir suivis. Au revoir.